Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Bonjour Nathalie Elimas. Bonjour. Vous qui êtes en charge de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire dans les quartiers les plus en difficulté notamment, quelle est votre réaction à la polémique sur les allocations de rentrée ? Jean-Michel Blanquer n'a pas hésité à dire « On sait bien, si on regarde les choses en face, qu'il y a des achats d'écrans, des écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments ». Oui, vous avez là, je crois, fait une entrée par la caricature. Oui, c'est pas moi. Non, mais de manière générale, c'est le ministre. On peut parler de l'allocation de rentrée scolaire autrement qu'en disant qu'il y a des familles qui détournent les fonds qui sont versés pour acheter des écrans plats ou ce que je sais. D'ailleurs, c'est peut-être pas faux. Pour cette allocation, pour tout un tas d'autres choses, il y a parfois des gens qui détournent un petit peu, en tout cas, l'objectif. L'objectif, oui, parce c'est que quoi ? Ça a été démenti par la CAF, en tout cas dans les grandes proportions, quoi. Absolument. Donc, bon, je crois qu'il faut, sur ce sujet-là, être extrêmement serein. Moi, je vais vous poser une question. Je ne sais pas comment vous fonctionnez ici. Est-ce que vous avez des chèques restaurants pour déjeuner, par exemple ? C'est peut-être le cas. Bon, qu'est-ce que c'est le chèque restaurant, finalement ? C'est une allocation, enfin, c'est un chèque qui vous est versé pour vous restaurer. Et derrière, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez au restaurant, au fast-food, à la brasserie. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec. Et ben, je crois qu'il faut aborder la question de l'allocation de rentrée scolaire sous ce prisme-là. Il ne faut pas détourner, évidemment, la finalité. La finalité, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est d'aider les familles qui sont en difficulté à équiper leurs enfants pour la rentrée scolaire, parce qu'on sait que ça coûte cher, une rentrée scolaire pour les familles. Et donc, en effet, on peut regarder, c'est pas un gros mot, comment on peut peut-être distribuer autrement. On parle des modalités de distribution, on ne parle pas des montants, on ne parle pas de l'assiette et des familles qui sont concernées. On regarde comment on peut faire autrement. C'est le cas, par exemple, là, je viens de vous parler des chèques restaurants, on peut parler aussi du passe culture, on peut parler aussi du passeport là, que l'on met en place, 50 € par famille. C'est pour ça qu'il y a eu ce débat, parce que certains disent qu'il faudrait une allocation plutôt en bon d'achat plutôt qu'un virement. Et alors après, certains ont dit oui, mais non, mais ça coûte trop cher de faire des virements, etc. Ça se regarde sereinement. Je viens de vous parler des chèques restaurants. On peut parler du passeport. Là, on vient de verser à un certain nombre de familles un montant de 50 € pour les aider à inscrire leurs enfants dans un club sportif. On n'a pas versé les 50 € aux familles. On va les verser directement au club sportif. Il n'y a pas de polémique. Voilà, donc l'allocation de rentrée scolaire, elle a une 50aine d'années. Je les connais bien, je suis l'auteur d'un rapport sur la politique familiale. Des allocations, des aides familiales, des aides sociales, il y en a en tiroir, on n'y comprend plus rien. On peut tout à fait rationaliser, poser le débat calmement. Donc, en posant le débat calmement, Nathalie Elimas, vous êtes favorable à ce qu'il y ait des allocations en bon d'achat alors ? Moi, je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait des allocations en bon d'achat. Ce qui me dérangerait, c'est si on revenait sur l'assiette, c'est-à-dire sur les familles qui sont éligibles, ou sur le montant. C'est pas ce qui est posé dans le débat. C'est comment on distribue mieux dans l'intérêt des enfants. C'est ça le sujet. Bon, mais pour l'instant, ce ne sera pas tranché. Ça va toujours être des virements, en fait. Alors là, ça a été versé au mois d'août. D'ailleurs, si vous regardez bien historiquement, tous les ans, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, après le versement de l'allocation de rentrée scolaire sur le compte des familles, on a un débat. Donc c'est bien qu'il y a un sujet. Voilà, donc il faut, encore une fois, en dehors de toute caricature, en dehors de toute polémique, regarder calmement comment on peut faire mieux, mais toujours dans l'intérêt des enfants. La caricature, elle a été portée sur la place publique par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, quand il a évoqué les écrans plats. Non, ça, je crois que vous faites un peu un raccourci, pardon. Effectivement, il a dit que peut-être au mois de septembre, il y a une augmentation d'achat des écrans plats. C'est ce que je vous disais, on ne va pas non plus être totalement naïf. Il y a pour ça, comme pour le reste, il y a des gens qui détournent, voilà, donc peut-être que ça arrive, c'est pas la majorité, et encore une fois, on peut aussi, je vous le disais, regarder comment on peut un peu moderniser ce mode de distribution finalement. Oui, Nathalie Elimas, la campagne sur la laïcité avec des affiches mettant des enfants de couleurs différentes est-elle à côté de la plaque ? Hors sujet, comme le disent des syndicats d'enseignants, ils disent là on parle d'intégration, de multiculturalisme plutôt que de parler de laïcité. Oui, on fait encore une polémique en début d'année scolaire, comme on en a chaque année. Ce sont des affiches, il y en a 8, qui sont tout simplement à portée d'enfants. Elles sont faites avec des enfants, elles parlent des enfants et elles parlent aux enfants. Voilà, il ne faut pas voir autre chose que ça. Oui, mais c'est une entrée parmi d'autres sur tout ce que l'on fait, sur tout ce que l'on met en place autour de ce sujet important qui est la laïcité. D'ailleurs, si vous regardez les affiches, il y a un QR code. Si vous prenez votre téléphone, vous allez voir sur le QR code, vous verrez qu'il y a tout un tas de ressources derrière cette affiche
affiche qui finalement n'est qu'une vitrine et qui encore une fois n'est qu'un point d'entrée. Le ministre, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale, n'a jamais mis la poussière sous le tapis sur ces questions-là. Et donc on est en train de faire une fausse polémique comme à chaque année en début de rentrée scolaire. Sur la laïcité n'est pas hors sujet comme le disent certains syndicats d'enseignants. Mais non, elle n'est pas hors sujet, elle est tout simplement à portée d'enfant. Et puis d'ailleurs, si on regarde celles et ceux qui viennent agiter un petit peu le chiffon rouge sur le sujet, encore une fois, on est aux deux extrêmes de l'échiquier. Donc il y a peut-être une question à se poser de ce point de vue-là. En tout cas, je le dis et je le répète, c'est fait pour des enfants, avec des enfants. Oui. Alors sur l'aspect pédagogique en cette rentrée, il n'y a pas eu beaucoup d'écoles qui ont fermé. On a tout fait pour les maintenir ouvertes, évidemment, pendant les périodes de confinement. Une exception française. Est-ce qu'il y a toujours quand même du décrochage scolaire? Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'il s'est accentué? Le décrochage scolaire, et c'est un peu contre-intuitif ce que je vais vous dire, l'année dernière en tout cas, vous savez, on a des marqueurs qui nous permettent d'évaluer tout ça, qui sont notamment nos évaluations nationales, et c'est contre-intuitif, encore une fois, l'année dernière, le nombre de décrocheurs avait diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place un certain nombre d'outils, de dispositifs pour aller chercher, aider, accompagner nos élèves. Alors pendant le premier confinement, moi je vais encore saluer, je le ferai jamais assez, nos professeurs qui sont vraiment allés au contact, qui sont allés vraiment au pied des immeubles pour aller récupérer nos élèves. On a mis aussi l'année dernière en place le dispositif des vacances apprenantes. C'est un pack large, il y a les colos apprenantes, école buissonnière, école ouverte, et puis on a les stages de réussite, ces petits stages qu'on fait juste avant le retour en classe pour remettre un petit peu nos élèves dans le système, et ça a bien fonctionné. Donc on a mis en place tous ces outils-là, je dirais sur le temps de l'école, ça c'est jusqu'à 18 ans, et puis on continue à aller chercher les décrocheurs au-delà. C'est par exemple ce que l'on va faire, ce qui va être discuté tout prochainement avec le revenu d'engagement destiné aux 18-25 ans, ce dispositif gagnant-gagnant, une allocation contre l'engagement d'un retour à l'école, d'un retour en formation ou dans l'emploi. Oui, bon, ça c'est après, c'est les 18-25 ans. Mais voilà. C'est la période de l'adolescence qui est quand même particulièrement importante, où il peut y avoir des basculements. Emmanuel Macron sera demain à Marseille, où on sait qu'il y a des quartiers qui sont gangrénés par la drogue, des adolescents qui sont exploités par des réseaux. Qu'est-ce que l'éducation prioritaire peut faire dans ces quartiers? Alors dans ces quartiers, on a mis en place des programmes qu'on appelle les cités éducatives. On l'a aussi d'ailleurs dupliqué à la ruralité, parce que l'éducation prioritaire, c'est pas que les quartiers, je ne le dirai là encore jamais assez, où on met en fait tous les acteurs d'un territoire autour de la table. Quand je dis tous les acteurs, c'est pas que l'éducation nationale. Il y a le préfet, il y a les élus, il y a le sanitaire, il y a le social, il y a la culture, il y a le sport. Et on prend en charge ces jeunes sur vraiment du 360 degrés. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas que de nos jeunes quand ils sont à l'école, et puis une fois qu'ils sont sortis, on les laisse livrer à eux-mêmes. On essaie vraiment de mettre en place cet accompagnement qui est globalisé. Enfin, pour soutenir nos jeunes, je rappelle aussi qu'on a labellisé des internats d'excellence. Ces internats qui permettent à ces jeunes qui sont fragiles pour différentes raisons d'être sortis de leur contexte, d'être placés dans un internat qualitatif, bienveillant, où les familles sont aidées, accompagnées pour les financer, notamment. C'est aussi important de le dire. Est-ce qu'il faudrait les multiplier, les internats d'excellence? On dit souvent qu'il faudrait sortir beaucoup de gamins de certains quartiers pour pouvoir leur permettre d'avoir une bonne éducation pour réussir ensuite dans la vie. Et bien là, en tout cas, ça, c'est l'une des clés, c'est l'une des solutions. On vient en tout cas d'en labelliser là 307 avec le label. C'est pas juste une coquille vide, c'est pas un logo. 307, ça représente combien de places ça, au total? Ça représente 30 000 places. 30 000 places. Oui, en tout cas sur les quartiers, il y a 30 000 de nos élèves qui vont aller dans ces internats d'excellence, qui sont soutenus, aidés aussi. Notamment, on a augmenté de 160%, c'est pas rien, la prime d'internat pour que toutes les familles puissent bénéficier et puissent inscrire leurs enfants dans ces internats. À propos de primes, est-ce qu'il ne faudrait pas penser davantage aussi à revaloriser les salaires des enseignants qui démarrent souvent avec des salaires très bas en début de carrière, 1800 € quand ils vont dans des quartiers prioritaires? Je sais qu'il y a déjà eu des efforts. Oui, mais c'est le cas. C'est notamment la prime que l'on verse à nos enseignants en REP et notamment en REP+. Il y a eu 1 000 € en 2018, 1 000 € en 2019, et à nouveau là une prime qui va leur être versée entre 600 et 1 000 €. Puis je rappelle quand même que à l'issue du Grenelle de l'éducation, on a vraiment mis sur la table la revalorisation des enseignants, et c'est parfaitement justifié et légitime, et on met encore une fois du budget, plus d'1 milliard dans la revalorisation de nos professeurs. Bon, donc c'est 600 € de prime, quoi. Entre 600 et 1 000 €. 1 000 €, évidemment, c'est une prime annuelle, quoi. Oui, c'est une prime annuelle. Vous pensez que ça peut inciter
enseignants qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Oui. Il y a les autres. Rappelons quand même que l'on revalorise le salaire, le traitement de nos professeurs quand ils entrent dans le métier, parce que finalement c'est là que c'est le plus faible. Et il y a quelque chose qui ne va pas, reconnaissons-le, puisqu'on demande un bac+5. Donc ils sont revalorisés déjà, ces enseignants qui entrent dans le métier, à hauteur de 150 €. Oui, la vaccination et le pass sanitaire dans les zones d'éducation prioritaire, est-ce qu'on est en phase où il y a du retard, où on est en avance dans la vaccination? On sait que les populations les plus fragiles ne vont pas forcément vers la vaccination. C'est la raison pour laquelle, en tout cas pour l'éducation nationale, pour nos plus de 12 ans en tout cas, on va mettre en place des dispositifs mobiles de vaccination qui vont aller vers ces populations-là dans les quartiers, s'il le faut dans les établissements scolaires ou à la croisée des établissements scolaires, pour inciter ces jeunes à venir se faire vacciner, les jeunes et les professeurs. Ça existait déjà à la fin de... Oui, ça existait déjà, et c'est vrai que on va accélérer cette campagne. En effet, là, à partir de la rentrée, il y a déjà des recteurs, des chefs d'établissement qui s'organisent, bien sûr avec les ARS, pour mettre en place ces dispositifs afin que nos jeunes aillent se faire vacciner. Oui, vous comprenez la réticence quand même à faire vacciner des enfants de 12-13 ans? C'est un sujet, en effet, qui est un peu sensible. Vous savez, c'était en 2018, j'étais encore députée. On a eu un débat un peu houleux sur la vaccination obligatoire, les 11 vaccins obligatoires. Moi, je comprends, je suis parent moi-même, donc qu'on ait besoin de prendre un peu de recul ou besoin de comprendre. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est quand même suffisamment documenté. Et puis, il faut simplement regarder les faits. Il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe en Outre-mer pour comprendre les bienfaits de la vaccination. Oui, l'aération, on en parle beaucoup à 2 jours aussi de cette rentrée, des purificateurs d'air, des aérateurs, extracteurs. Pourquoi tous les établissements, notamment en primaire, ne sont pas équipés? Parce que tous les établissements n'ont pas besoin d'être équipés d'un purificateur d'air. Il y a des établissements dont les classes ont des fenêtres qui peuvent s'ouvrir en grand, et ça suffit pour aérer, renouveler l'air d'une pièce. Ce qui est intéressant plus peut-être, difficile quand les températures vont baisser quand même. Oui, mais encore que, on est tous, chacun chez soi, à ouvrir un peu les fenêtres le matin. Quand voilà. Bon, donc ça se fait, et puis ça, c'est un geste de la vie courante. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de placer plutôt des capteurs pour savoir à quel moment justement il faut aérer. Mais sur les purificateurs, on n'en met pas partout parce que tout simplement ça n'est pas utile partout. Oui, le pass sanitaire, donc aucun pass sanitaire ne sera requis. Il n'y a pas de pass sanitaire à l'école. À l'école, oui, c'est ça. C'est très clair. Et c'est pour ça que certains ne comprennent pas pourquoi c'est obligatoire dans certains lieux et pas pour les enseignants, alors qu'ils vont côtoyer beaucoup de public. Vous savez, sur la vaccination des enseignants, on a plutôt de belles et de bonnes surprises. On est à peu près à combien On est entre 80 et 90% d'enseignants qui sont vaccinés selon un sondage. Ils sont demandeurs de longue date. L'année dernière, quand on était encore à la vaccination par critères d'âge notamment, ils avaient demandé à être prioritaires. On avait donc mis en place des coupes-fils. Ils étaient allés se faire vacciner. Ils ont continué à le faire. Vous savez, ils travaillent avec des enfants, des jeunes à longueur de journée, et nos professeurs sont vaccinés. Donc, en tout cas, le pass sanitaire à l'école, c'est pas un sujet. On n'imposera jamais le pass sanitaire à l'école. Aujourd'hui, il y a un protocole qui a été fixé, qui a été mis en place. On ne l'imposera jamais, vous en êtes sûr, ça? Écoutez, à l'heure où je vous parle, en tout cas, on n'impose pas le pass sanitaire à l'école. Il y a un protocole qui a été mis en place par le ministre. Sur le premier degré, on va rester dans la configuration qui est celle qui était valable, en tout cas jusqu'alors. Dès qu'il y a un cas positif, on ferme la classe. Et pour les élèves du second degré, dès qu'il y a un cas positif, nos élèves qui ne sont pas vaccinés et qui sont donc cas contact sont isolés. Voilà, comme ça c'est fait classiquement jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs c'est un progrès, puisque jusqu'alors, dans le second degré aussi, dès lors qu'il y avait un cas contact, on fermait la classe. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, puisque seuls les élèves qui ne sont pas vaccinés... Il y aura du risque de décrochage pour ceux qui restent. Non, parce qu'on a mis en place... D'abord, on a été très attentif à l'équipement numérique de nos élèves. Ensuite, on a vraiment renforcé les ENT, vous savez, ces espaces numériques qui leur permettent de travailler, justement pour que ce soit parfaitement opérationnel dans ce cadre-là. Merci Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, était l'invitée ce matin de Sud Radio.